Aujourd'hui, on parle des maisons LEED, Platine et Passive House. Hey, bonjour tout le monde, Maxime Tardif de l'équipe Tardif. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas d'aller vous abonner à notre chaîne YouTube, d'aller mettre un thumbs up, d'aller faire des commentaires si vous aimez notre vidéo. Cette semaine, on parle des maisons certifiées LEED, Platine et Passive House. En fait, de la seule et unique qui existe certifiée au Québec, qui se trouve à Montréal, dans le quartier Huntsic. En fait, cette maison-là, je l'ai trouvée avec mes clients il y a quelques années. C'était vraiment pas ça. C'était une maison de plein pied. Mes clients l'ont complètement rénové pour en faire une maison certifiée LEED Platine et passive. Je vous présente ça. Puis pourquoi on vous présente ça maintenant? C'est pour que les gens deviennent un petit peu plus éduqués par rapport à ces maisons-là, mais aussi parce qu'on met la propriété à vendre dans quelques jours et on voulait donner un petit preview de cette maison-là. À la fin, vous allez voir des images de la propriété et pendant l'entrevue. Donc, je vous invite à regarder ça. Je vous présente Damien et Déborah qui nous présentent ce que c'était ce projet-là, les défis que ça représente, mais aussi tous les avantages qu'il y a d'habiter dans une maison avec ces certifications-là. Bonne écoute. Bonjour Damien, bonjour Déborah. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Moi, je suis excité de faire cette entrevue-là avec vous aujourd'hui parce que j'ai eu la chance, en fait, de vous accompagner dans le processus de recherche du lieu idéal pour une maison, construire une maison certifiée LEED, Platine, Passive House. La seule qui existe au Québec, c'est bien ça? La seule certifiée. La seule certifiée est à Montréal, dans Huntsic, sur la rue Saint-Charles. Puis là, j'ai la chance de vous accompagner dans le processus de revendre cette propriété-là qui est vraiment unique. Puis on est là aujourd'hui pour éduquer les gens sur ce que c'est, cette propriété-là, ce que ça prend, certifier une propriété comme ça et comment ça fonctionne, vivre dans une propriété comme ça. Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont vouloir faire un projet comme le vôtre dans le futur ou même vont s'intéresser à votre propriété et veulent savoir comment ça marche. Alors, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, bonjour. Et puis, on est très content de partager ça aussi avec toi. Good. Avant qu'on commence, pour les gens qui ne vous connaissent pas, parlez un petit peu de vous personnellement. Alors, nous, c'est Damien et Déborah. Donc, on est nouvellement canadiens. Ça fait 2 ans maintenant qu'on est canadiens. On vient de France. Puis, ça fait 8 ans et demi qu'on est ici. On est une famille, on a 3 filles. Et dans notre esprit, on a toujours eu l'idée de concevoir notre maison écologique, notre maison plus verte, on va dire, plus saine. On la voyait en campagne, mais comme un peu la maison des hobbits. Et finalement, de fil en aiguille, avec le travail de Damien qui est en ville, on n'est pas des grands voyageurs pour faire des trajets, aller-retour, traverser les ponts, etc., pour aller au travail. Donc, on voulait être quand même à proximité pour un meilleur cadre de vie, une meilleure, éviter les déplacements et puis être plus proche des enfants aussi. Donc, on a fini par décider que cette maison, pourquoi pas, est-ce qu'on la ferait à Montréal, au Québec. Donc, on a commencé à chercher, puis c'est là que Maxime est entré aussi dans notre vie pour nous aider à chercher le spot. C'était pas chercher la maison, c'était vraiment chercher le spot, le lieu idéal, l'orientation idéale. Donc, on a vraiment déjà fait une présélection sur « Ah non, ça s'est orienté nord, ça marche pas ». Donc, Pour la petite anecdote, quand on cherchait les numéros pairs parce que c'était l'orientation dans la rue qui était importante pour nous, plus que la maison. Donc, tout ce qui était numéro impair, c'était déjà banni d'avance, puisque pour notre projet en particulier, l'orientation solaire était importante. Good. Dites-moi, pourquoi aller aussi loin qu'avoir une maison certifiée LEED, Platine, Passive House? Parce que ça, c'est comme l'extrême des certifications. C'est pas facile, c'est un défi. Pourquoi? Parce qu'on est têtu, parce qu'on est on aime bien aller au bout des choses et on a tendance à se lancer des défis assez hauts quand même dans la vie. Et puis quand on a commencé à parler de maison écologique, on a vu le côté éco-énergétique, mais il manquait l'aspect écologique. Donc, on a vu qu'il existait la certification LEED. On a dit, OK, on va pousser au maximum les deux et puis on va aller chercher vraiment les 2 certifications qui, pour nous, en fait, étaient vraiment complémentaires. Parce que
l'une manquait certaines choses, l'autre manquait d'autres aspects. Donc, en alliant vraiment ces deux certifications-là, pour nous, on allait balayer l'ensemble d'un maximum. Tu sais, ça peut toujours être encore mieux, mais on balaye vraiment déjà un maximum de points plus verts. Je ne veux pas dire 100% écologique parce que c'est très complexe, mais du moins le plus éco-responsable possible et tout en vivant dans un espace sain. Voilà, donc ouais, le défi d'aller jusqu'au bout d'un projet et de dire ben oui, on va y arriver, on est capable. En fait, on cherchait vraiment à aller à faire la maison la mieux construite possible, on va dire, puis en cherchant, on va dire, dans chaque branche de ce que nous, on considérait comme une maison bien faite, bien construite, confortable. Et en fait, c'est avant de construire, on a été chercher au final le maximum des technologies ou des choses qu'on est capable de faire. Puis c'est comme ça qu'on est assez facilement retombé sur Passive House, qui a poussé assez loin dans Lead. Puis nous, dans nos valeurs aussi, tout ce qui est, on va dire, projet, on va dire, intégrer la permaculture là-dedans. Il y a beaucoup de choses. Et puis, c'est ça qui nous a amené à finalement à faire une genre de projet qui inclut vraiment beaucoup de choses tout ensemble, qui donne cette maison si particulière maintenant. Pour les gens qui connaissent pas les certifications, il y a d'un côté certification Lead, de l'autre côté Passive House. Qu'est-ce qui est la différence entre les deux certifications pour que les gens comprennent bien? Donc, pour bien comprendre, Passive House, finalement, c'est une certification qui est essentiellement basée sur le côté énergie. Donc, du moins, les critères de certification sont des critères d'énergie et le but de cette certification-là est d'avoir une maison qui consomme très peu d'énergie pour son chauffage et sa climatisation, tout en étant à la fois très confortable et avec une qualité d'air à l'intérieur qui est exceptionnelle, on va dire, via le système de ventilation particulier. Donc ça c'est vraiment Passive House. Et alors que Lead, finalement, est beaucoup moins poussé dans ce qui est énergie, mais par contre est beaucoup plus vaste dans l'éventail des particularités écologiques que ça couvre. Donc, ça va couvrir, par exemple, la gestion des matériaux, la gestion de l'eau, la gestion d'équipe, la proximité de la maison, des commerces et des choses comme ça. Tout ça, c'est des choses, ça marche sous forme de points. Alors, j'aime pas trop ce système de points, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, donc, chaque chose permet d'avoir un certain nombre de points. Puis, quand il y a un barème qui donne ensuite différents niveaux de certification. Et finalement, nos valeurs collaient beaucoup avec tout ce qu'on retrouvait dans Lead et on n'a pas fait vraiment beaucoup d'efforts ou changé des choses dans ce qu'on voulait par rapport à la certification Lead, mais ce qu'on voulait finalement nous a permis d'avoir la plus haute certification Lead, la Lead Platinum. À l'époque, parce que le Lead a changé aussi. Les certifications ont légèrement changé, Passive House aussi légèrement, mais dans le fond, ça reste la philosophie reste vraiment la même. Pour les gens qui ont pas vu votre propriété encore, parce qu'elle n'est pas encore sur le marché, mais qui veulent avoir du footage, un peu des images de ce que c'est, à la fin de l'entretien, vous allez avoir du B-roll des gens sur ce que c'est techniquement la maison. On va voir des fenêtres, on va voir une coupe de maison, on va voir le système aussi technique de la propriété. Donc, à la fin d'entrevue, vous allez pouvoir voir ça. Pour construire une propriété comme ça vous a pris combien de temps et ça représente quoi un projet comme ça? Alors, niveau de temps, globalement, c'était à peu près 1 an de design et 1 an de construction, globalement, à peu près. Donc, quand le design, c'était à la fois l'architecture, mais il y avait beaucoup d'éléments architecturaux, en plus du fait que c'était aussi une rénovation majeure, donc il y avait beaucoup de choses. On voulait essayer de conserver le matériel de la maison pour essayer de profiter, on va dire, de l'énergie grise de la fondation, on va dire. Donc, on a gardé tout le béton de la fondation, qui était très sain finalement. On a gardé les murs extérieurs qui étaient presque patrimoniaux, c'est du pièce sur pièce. Donc, on voit ici en arrière, qui est pas comme ça dans toute la maison. On a gardé certains murs pour garder le cachet d'origine de cette maison et on se voyait pas mettre ce genre de mur-là à terre puis de jeter tout ce bois qui est parfaitement sain. Donc, on a fait vraiment beaucoup d'efforts pour essayer de conserver au maximum la maison existante, du moins la structure de la maison existante. Après ça, il y a eu on a rajouté un étage, on a fait beaucoup de changements à l'intérieur. L'essentiel de la maison est neuve finalement, mais en essayant d'avoir conservé ce qui était conservé. Est-ce que ça a été un défi de trouver les bons intervenants, que ce soit l'entrepreneur, l'architecte qui comprenait votre projet et qui était capable de vous épauler dedans? Ça a-t-il été un défi de trouver les bonnes personnes? Ça n'a pas été un défi parce qu'elles n'étaient pas très nombreuses. Ah oui?
Non, il n'y avait pas énormément de personnes encore. Ben, l'architecte, en fait, on l'a rencontré sur le forum L'Écosphère qui avait lieu en 2014, je pense qu'on l'a rencontré. Donc, et elle venait de finir sa certification Designer Passive House. designer Passive House. Et c'est elle qui nous a donné 3 noms de constructeurs. Et dont un qui avait fait la formation, la certification avec lui, en construction, le tournesol. Et on a fait une rencontre avec Richard et ça a été un coup de cœur. Les mêmes valeurs, le même état d'esprit, la même envie d'aller jusqu'au bout. Et finalement, l'architecte, l'entrepreneur, l'ingénieur en structure du bâtiment, ça a été des personnes qui venaient de faire leur certification. Donc, ça a été leur première maison bâtie à aller pousser jusqu'à la certification Passive House. Donc, il y avait vraiment une belle équipe. On a intégré aussi Wayne Roland qui est permaculteur. Donc, où on a mis finalement nos valeurs correspondaient aux valeurs de la permaculture aussi. Donc, on l'a intégré dans le projet. Donc, on a été vraiment une belle équipe assez rapidement et où on se réunissait régulièrement. Ensuite, on a intégré aussi l'équipe de écohabitation. Enfin, du moins, écohabitation faisait partie de la réflexion et nous ont aidés pour le côté écologique, le côté libre. Donc, il y avait régulièrement en fait des rencontres avec eux. On a bâti la maison avec eux, on l'a construit avec eux. C'est vraiment l'esprit de cette maison-là. Elle est pas, on met ça dans les mains d'un entrepreneur puis on s'en va. Non, on connaît les murs, on sait ce qu'il y a dedans, on sait quels matériaux. On a vraiment participé activement à la construction en fait de cette maison. Si, Damien, je te demandais de me résumer, de reconstruire pour nous cette maison-là, parce qu'on sait que votre maison, c'est une maison qui est extrêmement étanche, hein, au niveau pour l'économie d'énergie. Si je te demande pour les gens de me redessiner en paroles ce que c'est construire une maison comme ça, qu'est-ce qu'il y a dans la conception d'un mur, d'un toit, de l'isolant? Qu'est-ce qu'il y a de me faire ça en 5 minutes, me donner un portrait global de ce que les gens doivent s'attendre comme conception de maison pour une maison comme la vôtre? En fait, les 3 gros points, finalement, effectivement, c'est l'isolation, c'est l'étanchéité à l'air, puis c'est la ventilation. C'est vraiment les 3 choses sur lesquelles il est aucune, ça a été poussé au maximum de ce qui était, on va dire, envisageable. La maison, finalement, a été gardée, qui était un genre de bungalow. On peut imaginer un rectangle, finalement, avec des pièces sur pièces au-dessus du sol, puis du béton. C'était un plein-pied typique d'Unsick. C'est ce que c'était. Hein? On a encore un des voisins derrière chez nous qui a encore une maison qui ressemble beaucoup à ce que c'était, à ce que notre maison était à la base. Puis, en fait, la première chose qui a été faite, c'est donc tout l'extérieur, la brique a été enlevée, l'intérieur a été enlevé également. Puis, on a ensuite la première couche, c'est l'étanchéité à l'air. Ça a été fait avec du contreplaqué qui a été comme pendant toute la maison. On a des photos où c'est un gros cube de contreplaqué à l'extérieur qui sert à la fois à renforcer la structure du pièce sur pièce initiale et à assurer une étanchéité à l'air. L'étanchéité à l'air a été, il y a des cibles très exigeantes avec Passive House. Ça a été fait avec un travail vraiment minutieux pour qu'il n'y ait pas pour qu'il n'y ait pas d'infiltration d'air. Faut comprendre que chaque infiltration d'air, finalement, c'est à la fois des pertes d'énergie, mais c'est aussi des pertes d'humidité. Et c'est ça qui est source, au final, de condensation dans les murs, puis ensuite de dégradation du bâtiment plus rapide. Donc, au final, effectivement, plus on est étanche, plus le bâtiment va être sain et la qualité d'air à l'intérieur on va pouvoir avoir une qualité d'air importante. Alors, évidemment, une fois que c'est très étanche, ça nécessite effectivement un système de ventilation. On ne pourrait pas imaginer un cube tout étanche et puis sans aucune ventilation. Et dans les maisons standards, on compte sur la mauvaise construction de la bâtisse pour ventiler la maison. Là, effectivement, vu que la bâtisse est extrêmement étanche, extrêmement bien construite, il faut un système qui fait rentrer l'air et sortir l'air. Donc, il y a un système qui renouvelle l'air de la maison toutes les 3 heures. Donc, au final, on se retrouve avec comme si on était à l'extérieur, finalement, à l'intérieur, il n'y a jamais de stagnation. Les odeurs s'en vont très vite. Les gens qui dorment ici, la famille ou les amis, c'est souvent une des choses qui nous disent, c'est qu'on se sent bien dans cette maison-là, c'est chaleureux.
Et pourtant, il n'y a pas de foyer, il n'y a presque pas beaucoup de chauffage. Et c'est silencieux, le fait que Oui. les murs soient Mmh. étanches, les fenêtres bien scellées. Il y a un silence incroyable en ville, malgré tout. C'est assez surprenant. Et donc, la troisième chose, c'est l'isolation. Donc, une fois que cette membrane d'étanchéité, enfin, cette couche d'étanchéité, parce que des fois, c'est une membrane, chez nous, c'est un contreplaqué. Il y a différentes façons d'atteindre cet objectif. Et ensuite, il y a l'isolation et tout est fait par l'extérieur. Essentiellement, à part dans le sous-sol, il y a une petite couche d'isolation à l'intérieur également. Et donc là, finalement, faut imaginer que c'est des poutrelles qui servent d'habitude à faire des planchers qui sont mis à la verticale comme ça, qui permet de faire un espace finalement à l'extérieur qui fait 16 pouces. Ça fait des cavités qui ont été refermées. Ensuite, c'est injecté avec de la laine de cellulose. Qui, au final, ce qui est particulier, c'est injecté sous pression. Dans le fond, comme on me disait, ça devient un bloc extrêmement solide au niveau des murs. C'est un peu comme si quelqu'un coulait des murs de béton complets. C'est aussi étanche que ça, ou à peu près. Oui, vraiment, c'est vrai. Ça a été testé à l'avance, parce que la compagnie n'avait jamais non plus injecté autant de cellulose dans un mur. Mais donc, ailleurs, ça avait déjà été fait, mais eux l'avaient pas fait. Donc, pour choisir le type de buse d'injection, on a fait des caissons d'essai pour vérifier la compaction. Parce que même la vous voulez avoir des garanties que la compaction allait être suffisante dans le mur. Là, c'est bien compacté. À la fois, ça peut se tasser, donc on se retrouve avec des espaces vides en haut des murs, ce qui pourrait arriver. Mais là, c'est tellement bien pacté que ça bouge pas du tout. Le degré de compaction est vraiment extrêmement minime. Donc ça, c'est pour les murs. Et ensuite, pour le toit, il y a 1 mètre de laine qui, elle, n'est pas compactée et déposée finalement. Ils ont des soufflets dans le toit. Donc, on se retrouve avec une valeur isolante en fait du toit qui est à peu près de R100, un peu plus que R100, et des murs qui sont R60 pour les gens qui sont un petit peu familiers avec ce genre d'expérience. Ce qui est intéressant quand on visite une propriété comme la vôtre, on parlait tantôt de ventilation. La ventilation se fait soit naturellement ou impérativement par le système de ventilation, parce que pour le reste, il n'y a pas d'infiltration d'eau d'air ailleurs. On parle d'une hotte de cuisson qui n'est pas extérieure, avec une filtre au charbon spécifiquement pour ça, pour conserver l'étanchéité. On parle d'une sécheuse à condensation, comme on voit beaucoup en Europe, encore une fois, pour rejeter la chaleur à l'intérieur l'hiver. Ça aide au chauffage. Puis il n'y a pas de sortie extérieure pour éviter les pertes d'air également. C'est des choses particulières quand même aussi sur des maisons. Hein? Oui. Tout a été pensé justement parce que la membrane d'étanchéité, le but, c'est qu'elle le reste pendant toute la durée de vie de la maison. Donc, chaque fois qu'il y a un trou qui doit... Soit on a essayé d'imaginer le fait pour qu'il y ait moins de trous qui soient percés par la suite, on va dire. Comme par exemple, on a déjà passé un conduit électrique pour pouvoir brancher une voiture électrique sous l'abri d'auto sans avoir à repasser, parce que c'est quand même un gros câble électrique avec un mur qui fait... avec ces pouces isolants, c'est pas simple à passer. Donc, pour éviter d'abîmer on a déjà passé ce genre de choses-là. On a passé des tuyaux qui vont sur le toit pour que la maison soit prête pour le solaire. Il n'y a pas de panneau solaire pour le moment, mais tout est prévu pour qu'on puisse en mettre facilement avec déjà des conduits qui vont du toit jusqu'à la seule mécanique, par exemple. Sans avoir à percer la couche étanche de la maison. C'est ce qui est particulier. Votre maison est solar ready aussi, prête à recevoir des panneaux solaires. Exact. Pourquoi vous n'êtes pas allé jusque-là à mettre du solaire? On n'est pas allé sur le solaire parce que d'un point de vue passive house, puis l'énergie qu'on est capable d'aller réduire en fait dans cette maison, dans sa conception, on avait une consommation énergétique qui était tellement faible que acheter des panneaux solaires, ça devenait pas rentable. Des panneaux solaires, faut les changer à peu près 15 ans peut-être, quelque chose comme ça. C'est 15 ans la durée de vie. Et pour rentabiliser le panneau solaire, nous, à l'achat, on aurait eu besoin d'une 40aine d'années. Donc, il n'y avait pas la rentabilité en fait nécessaire pour ça. Pour ajouter, c'est aussi, disons qu'on a dans les choix qu'on a fait, on a voulu mettre mettre l'argent initial dans ce qui va durer au final. Effectivement, donc on a beaucoup maximisé sur la structure de la maison, c'est ce qui va pas bouger. Dans 50 ans, ce sera toujours là. Puis ça, effectivement, c'est une façon, je trouve, la plus efficace de réduire l'énergie tout en augmentant le confort en plus. On peut facilement avoir une maison très peu confortable avec énormément de panneaux solaires. On consomme pas beaucoup d'énergie, mais la maison est pas plus confortable. Là,
avec isolation et étanchéité en misant sur l'enveloppe de la maison initiale. Ça, c'est ça qui donne finalement à la fois confort et réduction d'énergie. Après ça, notre consommation est tellement faible que effectivement, on pourrait assez facilement, avec une quantité raisonnable de panneaux solaires, subvenir à une bonne partie des besoins de la maison. Parlez-moi du système de chauffage qui est particulier quand même. Il y a de la géothermie de surface qui est là-dedans. Peux-tu nous parler de ce que c'est, Damien, pour que les gens comprennent ce que c'est également le chauffage, que je suis convaincu que tout le monde se demande c'est quoi? Alors, il faut comprendre qu'au final, c'est simple. C'est que c'est pas habituel. On pourrait prendre ça comme compliqué parce qu'on a peut-être pas l'habitude de ça, mais au final, le but, c'était justement des systèmes simples et durables. Je dis durable parce qu'au final, ce qui fait fonctionner le système de ventilation, c'est c'est une fan et ensuite une petite pompe qui fait circuler du liquide. L'ensemble consomme autour de 150 watts, ce qui est vraiment peu. Donc au final, là, effectivement, donc, au niveau chauffage, on a un système de chauffage, on va dire principal, qui fait à peu près la taille d'un grille-pain, qui est dans le système de ventilation, qui embarque avec un thermostat qui est à l'étage de la maison. Si jamais vraiment c'était nécessaire, ça va injecter un peu de chaud dans la maison quand c'est nécessaire. La plupart du temps, ça embarque pas, on va dire. Même s'il fait -20 dehors, la maison est tout à fait apte à finalement avoir besoin de très peu de chauffage. Les pertes sont très faibles, donc au final, on a besoin d'injecter un petit peu de chauffage dans la maison pour maintenir le peu de pertes. Au final, on maintient la température souhaitée autour de, disons, 20-22 degrés très facilement avec très peu de chauffage. Pour des questions aussi, encore une fois, de confort, il y a des petits chauffages radiants qui ont été installés ils sont en haut sur le plafond, en haut des murs, je veux dire. Dans certaines pièces où il y a des plus grandes fenêtres, et donc il y a un petit peu plus de déperdition la nuit, par exemple. Donc c'est ces pièces-là qui ont tendance à diminuer un tout petit peu. Si on fait rien, des fois la température baisse à 18 maximum. Si on éteint tout le chauffage et qu'il fait -20 la nuit, il va faire 18 dans cette pièce. Si ces petits chauffages-là embarquent, ça va maintenir la température tout à fait, en injectant un petit peu de chaleur pendant la nuit pour éviter que ça perde. Mais, un exemple, si jamais il n'y a pas de chauffage, il fait gris, dehors il fait -15, il fait froid, on invite une dizaine de personnes dans la maison, on fait 100 watts chacun. Le chauffage remonte de 2 degrés dans toute la maison. Véridique. Oh, c'est une bonne chose, ça. Dans les calculs énergétiques de la maison, effectivement, tout a été pris en compte, à la fois les habitants, mais les électroménagers, la cuisine, etc. La déperdition de chaleur du chauffe-eau, la déperdition de chaleur des tuyaux d'eau chaude. À chaque fois qu'on ouvre le truc, c'est de la chaleur qui rentre dans la maison. Ça participe, on va dire, à la chaleur. En hiver, c'est un positif, mais c'est important aussi de le calculer parce qu'en été, c'est aussi des gains de chaleur qu'on souhaite pas forcément. Donc, beaucoup de choses ont été faites pour limiter effectivement aussi ces choses-là, pour améliorer le confort d'été. Ouais, de la boucle de géothermie. Oui. Il y a un petit peu, parce que tu as parlé de ça, puis je voulais juste éclaircir. Tout à fait. Souvent, le mot géothermie, c'est que les gens ont dans la tête souvent les systèmes géothermie standards avec des puits qui font 300 pieds de profondeur avec une grosse thermopompe là-dedans. Finalement, c'est pas du tout ça. Parce que ça, finalement, c'est un système qui peut être très bien, c'est cher, mais c'est très efficace, c'est très économe en énergie. Mais c'est beaucoup trop important. Ça peut apporter, c'est un système beaucoup trop gros pour les faibles besoins de la maison. Et donc, nous, ce qu'on a, il y a un petit système de géothermie dont le but n'est pas forcément de chauffer la maison, mais son but est plus dans le système de ventilation. Ça sert à préconditionner la température de l'air pour qu'elle rentre dans l'échangeur d'air à une température plus proche de la température de la maison. Donc, en été, si il fait 35 dehors, ça va réduire la température à autour de 17 degrés. Et puis, si en hiver, au creux de l'hiver, s'il fait -20 dehors, ça va remonter à température autour de -2 à 0 degrés. Finalement, puis ensuite, c'est cet air-là qui va être passé dans l'échangeur d'air, prendre la température de l'air qui, lui, va être expulsé à l'extérieur et être soufflé dans la maison, des fois entre 18 et 20 degrés. L'air vicié, dans la chaleur. Ouais. Combien ça coûte en énergie par année, une propriété comme ça? Alors, en énergie, j'ai pas refait les calculs parce que ça dépend, il faudrait séparer. Globalement, j'ai vu la dernière, la première année de la fonctionnement de la maison, on était très à cheval sur l'ouverture des fenêtres. On n'avait pas encore installé la climatisation. On a eu $700 de frais d'Hydro-Québec, tout compris, pour l'année. Chauffage, eau chaude et consommation courante.
Là, ayant des enfants qui consomment beaucoup d'eau chaude, on essaye de limiter. On a installé un petit peu de climatisation, on a un petit peu de chauffant sur le toit, un petit peu de différentes choses. Peut-être notre degré de confort qui a augmenté, peut-être un peu plus de chauffage d'hiver. Cette facture-là, maintenant, est autour de $1,000. Mais ça reste, disons, pour la taille de la maison, c'est 2800 pieds carrés de surface habitable. C'est vraiment... C'est peu coûteux pour la superficie de la propriété. Disons que le but de la construction de la maison n'était pas forcément d'économiser de l'argent, d'énergie. C'est un corollaire, on va dire. Le but principal, c'était d'économiser de l'énergie du côté écologique du terme, et ensuite d'avoir tout le confort qu'une maison comme ça permet d'avoir. Donc, c'est sûr que ça permet également, c'est non négligeable quand même, d'avoir des factures d'électricité qui sont très faibles. On parlait d'ajustements. Vous avez rajouté un climatiseur qui n'était pas sur les plans initiaux. Quels sont les ajustements que vous avez dû faire au cours des années pour optimiser votre propriété, pour la rendre plus facile à utiliser? La maison passive, un des défis, c'est la surchauffe, en fait. C'est pas le chauffage. En hiver, on arrive très facilement à avoir chaud dans cette maison. C'est très agréable. On fait une raclette, on ouvre la fenêtre, par exemple, parce que ça chauffe très vite. Mais la surchauffe, en fait, dans les mi-saisons, par exemple. Donc, faut savoir qu'il y a des brises-soleil. Donc, en été, le soleil rentre pas directement dans la maison. Et en hiver, le soleil traverse complètement la maison. Donc, vient vraiment apporter toute sa chaleur. Mais, donc, à la mi-saison, c'est calculé sur les solstices d'été, la taille du brise-soleil. Donc, le soleil recommence à descendre fin mi-août à peu près, donc ça redescend. Donc le soleil commence à rentrer dans la maison et donc apporte sa chaleur. Il y a de plus en plus de canicules, de plus en plus de périodes où il fait vraiment très très chaud. C'est une maison qui garde sa température. Donc quand il y a des canicules de 2-3 semaines, on peut pas ouvrir la nuit pour rafraîchir la maison comme on le faisait à certains moments. Donc elle garde sa chaleur et petit à petit, elle va prendre des petits degrés ou des demi-degrés. Elle monte pas vraiment, mais sur le 15 jours, elle va monter tranquillement, ce qui va faire que le confort devient moins agréable. On cuisine moins, on va pas passer l'aspirateur, tout élément qui va apporter de la chaleur à ce moment-là, on va essayer de les limiter. Donc, c'était ce défi-là, en fait, qui restait à relever. Donc, on avait pensé, imaginer, mettre c'est vraiment des courtes périodes. On parle d'une dizaine de jours dans l'année où il y a éventuellement cette surchauffe-là. Et donc, on avait imaginé mettre des brises-soleil horizontaux coulissants le long des fenêtres au sud, mais c'était pas suffisant. Donc, au final, on a mis une petite pompe, une petite climatisation qui va aider à maintenir finalement. Elle va pas rafraîchir la maison puisque c'est pas nécessaire, mais elle va maintenir la température confortable dans ces périodes-là, dans ces petites périodes-là, donc apporter le petit confort qui permet de continuer de vivre tout à fait normalement. De la même manière qu'en hiver, finalement, le chauffage injecte un petit peu de chaud pour maintenir le peu de chaud, et la climatisation va injecter un petit peu de froid pour maintenir le chaud encore une fois. C'est encore une fois, disons que la maison a très peu les variations dans la maison, au final, sont très faibles par rapport aux températures extérieures, mais c'est sûr que sur une longue période chaude, même des variations très faibles, il n'y a pas de magie, quoi. Et, ça finit par réchauffer quand même inévitablement. Beaucoup moins vite, on va dire standard, mais ça finissait par chauffer. C'est pour ça qu'on avait décidé d'installer cette climatisation. C'est vraiment c'est une climatisation presque la plus petite qui existe, parce que même celle-là était presque trop forte pour les besoins, on va dire, calculés. Encore une fois, il y a des simulateurs qui permettent justement de calculer les besoins en énergie, les besoins en chauffage, les besoins en climatisation. Une autre modification que vous avez dû faire, ça a été au niveau des eaux grises. Hein. Vous aviez un système qui était en place, qui était un système assez unique. Il y a eu des défis par rapport à ça pour finalement reprendre le mode traditionnel. Oui, c'était important pour nous les toilettes de pas utiliser d'eau potable. Donc, on avait trouvé une belle compagnie qui avait mis en place un système de récupération des eaux grises, qu'on récupérait l'eau de la baignoire et l'eau de la douche, et ça alimentait les toilettes. Elle était trop novatrice, cette machine-là. Il y a eu des problèmes
récurrents, enfin, plusieurs petits problèmes. Ils ont dû venir la réparer plusieurs fois. Donc, il y a 1 an et demi, on a décidé de dire, bon, ben, stop, ça fonctionne pas. Peut-être l'emplacement est toujours disponible pour remettre quelque chose à un moment donné, mais on a fini par débrancher la machine et on est branché sur le système classique. Est-ce que, parce qu'il y a beaucoup de côtés positifs à votre propriété, j'ai visité les magnifiques, c'est vrai qu'on est très bien dedans. Y a-t-il d'autres ajustements que vous avez dû faire où ça se résume pas mal à ces choses-là? Repose-moi ta question, s'il te plaît. En fait, il y avait beaucoup de côtés positifs à votre propriété pour l'avoir visitée. Elle est super. On a parlé de certains petits ajustements. Est-ce qu'il y avait autre chose que vous aviez dû ajuster sur votre propriété pour la rendre complètement fonctionnelle à 100%, facilement fonctionnelle? On a eu un petit problème avec les drains de toit. Problème lié à la fois qu'on est à Montréal c'était pendant l'hiver où il y avait beaucoup de glace en 2019. En fait, nos drains de toit se sont remplis de glace. Et puis ensuite, il a plu pendant 2 jours. Puis, la glace avait fait dilater un petit peu les joints entre la section de métal qui connectait l'étanchéité avec le toit et la section de plastique qui descend ensuite vers la gouttière. Et ce drain de caoutchouc, finalement, s'est dilaté. Puis il y a un peu d'eau qui est partie à ce moment-là, de pluie qui est partie. Le toit est parfait, mais c'est la connexion entre qui s'est dilatée. Il y a de l'eau qui est partie finalement à 2 places à cet endroit-là dans la maison. Donc là, c'est sûr qu'on a été quand même très touchés lors de cet épisode-là, parce qu'on était inquiets pour savoir d'où venait. Initialement, on ne savait pas d'où est-ce que ça pouvait venir, etc. Mais effectivement, en fait, finalement, on a passé plusieurs années, d'autres années avec beaucoup de glace, etc., sans problème. Mais cette année-là, c'était vraiment extrême. Ils nous ont dit aussi les gens qui sont venus déglacer les tuyaux. Alors le problème n'était pas un problème de charge de glace sur le toit ni quoi que ce soit. C'était vraiment un problème de drain qui était partiellement bouché puis dilaté. Parce que votre toit est fait pour recevoir une grosse charge, et puis votre toit est particulier au niveau de sa structure. Initialement, on avait quand même prévu le toit. On avait imaginé avoir un toit vert, au moins peut-être partiellement sur le toit, mais pour diverses raisons administratives, financières, de temps, de gestion, etc. On avait pour le moment décidé de ne pas le faire, mais du moins la charge avait été calculée pour initialement, donc il n'y avait pas de problème de charge sur le toit avec la glace ni la neige. Ce qui a été fait au final, que les dégâts dans la maison étaient vraiment minimes, on va dire. Ça a été quand même, le Jeep a été ouvert, il y avait certains endroits un peu, le Jeep mouillé, mais le mur était très sain. Il y avait vraiment les gens, les professionnels qui sont venus et on était vraiment pas inquiets de ce côté-là. Puis visuellement, c'était simple. Donc, ça a été séché, les travaux ont été faits. On a fait beaucoup de tests pour essayer de rechercher la cause. On a fait des tests d'étanchéité pour vérifier l'intégrité des gouttières, qu'il n'y ait pas de craque ni tout ça. On a rempli les gouttières d'eau avec un plombier. On a fait checker avec des caméras, tout ça. Pour essayer de bien comprendre, pour être sûr que ça se renouvelle pas. Puis ensuite, les drains ont été réisolés au cas où il puisse y avoir aussi un problème de condensation sur ces drains, mais on ne croyait pas, mais au cas où, pareil, ceinture et bretelles. Puis ensuite, on a fait installer des fils chauffants dans les gouttières qui sont commandables à distance pour pouvoir les allumer en cas vraiment d'épisode, justement, avec beaucoup de verglas, beaucoup de pluie, etc. Pour être sûr qu'il y ait un minimum de place dans les conduits pour que l'eau puisse s'écouler et ne stagne pas. Les drains sont dans des coins de maison, ils ne sont pas au milieu de la maison. Exact. En dehors de la coque étanche de la maison. Donc, ils bénéficient pas de la chaleur de la maison pour maintenir le hors-gel, en fait. Donc, c'est une maison, c'est la première maison passive où on est allé vraiment aussi loin. Donc, on a dû faire des ajustements. Good. Déborah, parle-nous de votre cour arrière. Les poules sont parties, je pense. Les poules sont parties en campagne. On va les rejoindre bientôt. Les abeilles en campagne aussi. On avait des abeilles sur le toit. Et on s'est beaucoup inspiré donc de la permaculture. Et en 2016, on a implanté une forêt nourricière, donc un jardin comestible. On a fait lors d'une formation, même avec Wayne Roland, une formation d'implantation forêt nourricière. Et donc,
je vais dire à peu près 70% de ce qu'on a planté dans l'ensemble du jardin, de la cour, c'est comestible. Donc, il y a soit des racines comestibles, soit c'est comestible ou médicinal. Il y a beaucoup de plantes médicinales dans le jardin. Je fais de l'herboristerie. Il y a des arbres fruitiers, pruniers, pommiers, poiriers, cerisiers, amélanchiers. On a tout un tas de petits fruits, des mûres, des framboises, des camerises, des groseilles, des gadelles, des ronces odorantes, des bleuets. Il y a vraiment des aronies. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses dans ce jardin-là. Il y a un espace de jeu aussi qu'on a maintenu puisqu'on a des enfants. Donc, on a maintenu quand même un bel espace pour que les enfants puissent jouer. Et petit coup de cœur, la cabane pour les enfants qu'on va laisser ici, qui a beaucoup servi. Voilà, donc c'est quand même agréable. Puis en été, là, on est vraiment comme... C'est assez magique. On est dans notre cocon. On a l'impression d'être, à part le bruit ambiant de la ville qu'on entend, mais on est dans notre cocon de verdure. Il y a des vignes de raisins qui donnent vraiment beaucoup. Donc, tout ça fait qu'on est vraiment dans un cocon vert très agréable. C'est vraiment très plaisant d'être dans le jardin. Ouais. Si je vous donnais l'opportunité aujourd'hui de vous imaginer que vous êtes devant vos acheteurs de votre propriété, qu'est-ce que vous leur diriez? Qu'est-ce que vous leur souhaiteriez aussi? Hey, je suis émue parce que c'est vraiment un bel espace où on vit beaucoup de belles choses, on a vécu beaucoup, beaucoup de belles choses, beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'expériences, énormément de rencontres fabuleuses et qui nous amènent d'ailleurs vers notre nouvelle vie. Et on leur souhaite vraiment de se sentir aussi bien, aussi épanoui et d'apprendre autant de choses qu'on a appris en fait pendant ces 5 dernières années. C'est 5 années fabuleuses, vraiment dans un confort vraiment agréable et non, ouais, qui reprennent le flambeau, qui s'y sentent aussi bien qu'on l'a été. C'est vrai que c'est quand on se met à chercher une autre maison qu'on se rend compte à quel point celle-ci est extraordinaire. Ouais. On s'entend dans votre cas à vous, c'est une relocalisation. Vous ne vendez pas parce que vous aimez pas votre propriété, c'est parce que vous partez en région. Damien, tu as l'opportunité d'avoir un travail qui soit flexible au niveau des horaires de travail puis tout ça. Donc, vous faites ce choix de vie-là. Mais vous êtes heureux dans votre maison, puis si vous la vendez, c'est juste une nouvelle étape dans votre vie qui vous attend et c'est simplement pour ça. Oui. La campagne nous appelle et on va en avoir d'autres des beaux projets comme ça, c'est sûr. On passe le flambeau avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Merci infiniment, Déborah et Damien, pour votre temps. C'est extrêmement apprécié. Je pense que ça va aider les gens à mieux comprendre ce que c'est une maison certifiée LEED, Platine, Passivhaus. Les gens qui vont s'intéresser à votre propriété. Également, ceux qui ont la chance d'avoir un guide d'utilisation complet que vous allez laisser avec la propriété. Ça, c'est important parce que les gens vont savoir comment ça fonctionne, cette maison-là, sans toujours être obligé d'appeler les anciens propriétaires. Fait que c'est une bonne pratique que vous avez mis en place. Puis ça gagnerait à être mis en place dans toutes les propriétés. Je pense que les gens vendent comme ça facilite la passation. Ça nous fera vraiment plaisir, là, s'il y a besoin dans le jardin de savoir qu'est-ce qui pousse où. Vraiment, c'est avec joie que je pourrais venir faire une visite du jardin avec Wen aussi, qui est d'accord avec ça. Avec le guide de l'utilisateur, il y a un petit pot de miel qui s'en vient aussi. Déborah, Damien, merci infiniment pour cet entretien-là et on se revoit bientôt, nous autres, pour le processus de vente. Merci, Mathieu. Bye bye. Bye bye.